Bonjour et merci. Donc voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, le temps que je découvre mes petits outils. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, j'utilise 3 des 4 dispositifs qui ont été présentés, mais je paye mes capteurs tout seul quand je suis au bloc opératoire, et aujourd'hui je suis invité par personne. Alors voilà, je vous emmène au bloc opératoire, et vous savez, le matin, il y a quelqu'un qui nous pose la question par-dessus les champs, est-ce qu'on peut inciser ? Sa question pour de vrai, c'est est-ce que mon patient ne va pas bouger quand je vais inciser ? Effectivement, ça met un grand point d'interrogation dans le regard de l'anesthésiste. Est-ce que mon analgésie est suffisante à ce moment précis ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de l'équilibre entre nociception et analgésie, ou pour parler américain, entre nociception et antinociception. Et donc, on va s'intéresser au monitorage de cette balance, donc au monitorage de l'équilibre sympathique-parasympathique. Je vais commencer par le plus récent des moniteurs, effectivement, le NOL, qui a été fabriqué par les Israéliens, qui est distribué par Medtronic chez nous, qui est constitué d'un appareil et d'une petite pince placée au bout du doigt. On glisse le doigt dans la pince et puis il y a une partie autocollante, vous voyez, avec 2 grands paramètres, la photoplétismographie dont on va tirer la fréquence cardiaque, sa variabilité et la variation de conductance, et puis la variation d'amplitude de l'onde de pouls, et puis la conductance de l'autre côté. 2 autres paramètres, la température pour qu'on reste dans un range recommandé, et puis un accéléromètre pour détecter des mouvements. L'objectif est de rester dans le range optimal, 10 à 25, et on a en dessous de 10 un excès d'analgésie et au-dessus de 25 un défaut d'analgésie. Donc on définit un stimulus nociceptif par plus de 1 minute passée au-dessus de 25, comme vous le voyez sur l'appareil. Les études, Fleur Major en 2019 a publié ce joli papier où elle nous donne la consommation de rémifentanil en cours d'intervention chez des patients dans un groupe piloté par le NOL versus une utilisation standard. Vous voyez, consommation de rémifentanil, elle est diminuée dans le groupe piloté par le NOL. Si on regarde la consommation cumulée de rémifentanil au cours de l'intervention, vous voyez que dans le groupe NOL, en bas en bleu, elle s'écarte, il y a une consommation qui est diminuée, moins de morphinique en péropératoire. Si on regarde la pression artérielle moyenne et si on fixe le seuil à 55, dans le groupe NOL, vous voyez qu'on se retrouve en dessous. On a moins de patients qui sont passés en dessous de 55 en péropératoire. Si on met la barre à 60, on a là aussi moins de patients dans le groupe NOL que dans le groupe standard. Et les durées passées en dessous de 60 sont inférieures également. Moins d'hypotension en péropératoire. Tout ça, ça n'aurait pas d'intérêt si en salle de réveil, ces patients étaient plus douloureux. Elle monitore dans cette étude des paramètres, des mesures de stress avec le cortisol et la CTH. Les temps 4, 5 et 6 correspondent à la salle de réveil, entrée, milieu et sortie de la salle de réveil. Elle montre que dans le groupe NOL, on est bien inférieur en stress sur les données du cortisol et de la CTH. Là, vous voyez la douleur moyenne en salle de réveil. Le groupe NOL est en bleu. On est inférieur à chacun des temps, quart d'heure par quart d'heure mesuré. Et en moyenne, sur le schéma, douleur en post-opératoire diminuée, moins 33%. Deuxième outil qu'on peut utiliser, l'ANI. Ce coup-ci, il s'intéresse au parasympathique. 2 index. Un index instantané, 64 secondes. Un index moyenné, 3 minutes. Et voilà une étude qui a été faite par l'équipe de Nadas à Bourdin. Vous voyez la concentration cible de rémifentanil dans le groupe piloté par l'ANI. Elle se retrouve en rouge, globalement inférieure à la concentration cible de rémifentanil dans le groupe standard. Si on regarde la consommation de rémifentanil, la médiane à 4,4 est inférieure dans le groupe ANI par rapport au groupe standard. Baisse des concentrations de morphinique. Troisième outil, si on utilise ce coup-ci le pupillomètre, donc la douleur augmente le système sympathique, stimule le système sympathique, nociception quand on dort, et augmente le diamètre pupillaire. Le pupillomètre de la boîte IDEMED marseillaise, Algiscan. On connaît depuis très longtemps l'effet d'une stimulation douloureuse ou nociceptive au bloc opératoire sur le diamètre pupillaire. Rappelé en 1995 par ce premier travail, quand on a su miniaturiser les caméras pour l'enregistrer.
Voilà une étude qui sort un tout petit peu du bloc. Elle est réalisée en salle de travail à la maternité. Nous avons réalisé des enregistrements successifs. Et vous voyez le point avant la contraction et au sommet de la contraction, la partie gauche du schéma, avant péridurale. La même chose sous péridurale efficace. On n'observe plus de modification du diamètre pupillaire une fois que la péridurale est efficace. Monitorage de la douleur, ici chez un sujet éveillé à la maternité. Deuxième étude de l'équipe de Nadas à Bourdin, chirurgie gynécologique, et on va piloter l'utilisation du rémifentanil contrôlé par la pupillométrie. Vous voyez l'évolution là du diamètre pupillaire tout au cours de l'intervention. Au départ de l'anesthésie générale, on a un seuil qui va être atteint. Donc on a injecté nos antalgiques, nos morphiniques, qui définit la référence du diamètre pupillaire, et elle va varier tout au cours de l'intervention. On a défini qu'au-dessus de 30%, on définissait un stimulus nociceptif, un événement nociceptif. Et dans le groupe piloté par le pupillomètre, on augmente à ce moment-là le rémifentanil. Conclusion de ce travail, consommation péropératoire de rémifentanil dans le groupe pupillométrie, 2 fois inférieure à la consommation dans le groupe standard. Et si on regarde même la consommation de morphine à droite sur les 12 premières heures post-opératoires, on est inférieur dans le groupe qui a été piloté par la pupillométrie en péropératoire par rapport au groupe standard. Diminution des doses de morphinique. On s'intéresse à la douleur à 3 mois et encerclé en rouge les patients douloureux dans le groupe piloté par la pupillométrie. 3 mois plus tard, on n'a que 3 patients qui restent douloureux contre 15 dans le groupe qui n'a pas été. Donc un bénéfice que l'on garde, non seulement, on l'a vu tout à l'heure, en salle de réveil, mais aussi à 3 mois dans ce travail. Dernier index, le SPI ou SSI, qui est une formule mathématique qui comporte un paramètre, le PBI, qui est dérivé de la variabilité de la fréquence cardiaque, et puis un index, le PPGA normalisé, qui est un dérivé de l'amplitude de l'onde de pouls. Là aussi, 2 groupes, un groupe piloté par le SSI versus un groupe standard. Vous voyez qu'on se trouve plus haut dans le groupe à rond ouvert, et la consommation de rémifentanil, elle se trouve à 12 d'un côté, pour 9 de l'autre côté, une différence qui est significative. Voilà. Est-ce que tout ça, ça veut dire que ces moniteurs sont prédictifs de quelque chose? Aucun moniteur ne peut nous dire ce qui va arriver dans quelques secondes. Pas plus que là, on peut savoir si la personne va avoir mal ou pas. Est-ce que le clou se trouve très à distance? Est-ce qu'elle va tourner son pied à droite? Est-ce qu'elle a un bloc du pied chez une diabétique, même si ça ne le paraît pas avec ses jolis pieds? Mais voilà, aucun moniteur ne peut nous dire ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Si on veut essayer d'obtenir ça, voilà comment on peut y répondre avec le pupillomètre, par exemple. On a caché dans le pupillomètre un stimulateur qui va créer un stimulus nociceptif calibré, voilà, comme un TOF scan, et on va aller stimuler le nerf et on va regarder la réponse à ce moment-là et prédire en quelque sorte, en fonction de la réponse obtenue, ce qui va se passer au moment de l'incision par le chirurgien. Voilà un travail très préliminaire qui est en cours de publication de chez nous. On a fait une stimulation tétanique. Vous voyez le NOL avant et le NOL au maximum de la stimulation tétanique. Et puis vous voyez l'intubation, la valeur avant et la valeur maximale. On a quelque chose de prédictif qu'on a pu obtenir d'un côté avec le NOL et sur le schéma de droite avec la pupillométrie. Pour être prédictif, il faut créer une stimulation, l'espérer calibrer et la calibrer au stimulus nociceptif qui va venir. Voilà pour le péropératoire et on restera ouvert aux questions pour y répondre tout à l'heure. Je donne la parole pour le topo suivant. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. C'est intéressant. C'est vraiment une mise au point, effectivement, qui revient sur l'essentiel de ce qu'on peut faire aujourd'hui au bloc opératoire. Mais pour autant, même s'il y a beaucoup de publications, il y a pas mal de communication, et on a l'impression que les gens ne savent pas encore exactement quand, comment utiliser ces moniteurs-là. Est-ce que, par exemple, tu penses qu'au bloc opératoire, c'est un monitorage qui peut concerner tous les malades, ou est-ce qu'il y a plutôt certaines indications sur lesquelles c'est plus intéressant de l'utiliser, par exemple? C'est sûr qu'on l'utilise beaucoup en recherche aujourd'hui, et du coup je l'utilise sur quasiment tous mes malades, soit pour le faire, soit pour le montrer aux étudiants avec qui je travaille. On y trouve un intérêt
pour les patients pour qui on veut diminuer la dose de morphinique administrée en péropératoire, donc essentiellement pour les patients les plus fragiles. Voilà, on combine le monitorage dérivé de l'électroencéphalogramme et le monitorage de l'analgésie chez ces patients qui sont les plus fragiles et pour lesquels on a un bénéfice majeur à diminuer la consommation de produits analgésiques d'un côté comme hypnotiques d'un autre côté. Oui. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez à envoyer vos questions sur le chat, vous pourrez le faire. On reviendra, on fera une petite discussion générale à la fin. Donc, continuez à envoyer vos questions. Et je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, parce que du coup, si l'objectif finalement c'est de diminuer la quantité de morphinique qu'on utilise, qu'est-ce qu'il en est des stratégies d'OFA? Est-ce que c'est des moniteurs qui peuvent s'utiliser en OFA? Comment ça se passe? Alors, je me suis intéressé à ces moniteurs pour l'OFA. J'ai fait une présentation un jour où je tenais le contre, un contre que j'essaie d'être intelligent. Comme ça, contre l'OFA, c'est compliqué. Et j'ai surtout insisté. J'ai surtout insisté sur le fait que c'était chez ces patients-là que c'était intéressant de monitorer les choses. L'OFA, ce n'est pas un couvercle sur une cocotte minute et on tient le plus longtemps possible pour ne pas faire péter le système. C'est chez ces patients-là qu'il faut enregistrer, qu'il faut savoir où est-ce qu'on se trouve. Alors, il n'y a pas de publication aujourd'hui qui ait pu montrer qu'on pouvait piloter l'OFA purement avec ces dispositifs. Mais on est en train d'essayer molécule par molécule, qui compose la seringue magique de l'OFA. Molécule par molécule, qu'est-ce qu'il advient sur les systèmes de monitorage de l'analgésie dont on dispose aujourd'hui. Et moi, j'utilise au bloc couramment ANI, NOL ou pupillométrie. Oui, alors je ne sais pas si vous avez l'expérience de l'OFA, les autres, chez nous on n'en fait pas tellement, mais je ne sais pas, vous en avez l'expérience? Nous, on en a fait un petit peu sur la chirurgie du rachis, scoliose idiopathique de l'adolescent, avec l'option de... Alors, on n'a pas pu l'appeler OFA, on l'a publié sous le nom d'ORA, parce qu'on maintenait la rachimorphine quand même, pour son côté d'épingle sanguine. Et c'est vrai que le monitorage, initialement, quand on a voulu le mettre en place, il y avait quand même une certaine réticence d'une partie des collègues. Et c'est grâce à un monitorage par l'ANI et le BIS pour vérifier que les patients dormaient et a priori n'avaient pas mal, qu'on a réussi à pouvoir inclure tranquillement les patients. Puisqu'initialement, il y avait quand même ce côté de se dire, est-ce qu'on est sûr qu'ils n'ont pas mal, quoi. Mais c'est sûr que ça a été, au début, on nous a beaucoup posé la question de l'OFA et tout ça au début de ces moniteurs. Mais finalement, on attendait les travaux qui sont en train finalement d'arriver, de regarder. La question qui se posait, c'était surtout de savoir si les médicaments qu'on utilisait en OFA n'allaient pas perturber en fait les indices et leur donner des valeurs erronées. Et en fait, il fallait ce qu'il fallait faire. On ne pouvait pas répondre initialement. Ce qu'il fallait faire, c'était les essayer. Et c'est ce qui est en train d'être fait de plus en plus. Je rajoute juste, peut-être, c'est vrai que sur les patients les plus fragiles, c'est intéressant, mais pas que. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et Florence nous dit... les douloureux chroniques aussi. Oui, les douloureux chroniques, tout à fait. Et puis aussi, ça va avoir plus d'intérêt dans les interventions chirurgicales longues, parce que si le sujet, c'est d'arriver à faire une épargne morphinique, à être le plus adapté, le plus précisément possible à chaque moment, finalement, le plus grand bénéfice, il va être observé sur des longues durées de chirurgie, où on va pouvoir faire une grande différence. Voilà, donc ça c'est une bonne indication. Et par ailleurs, c'est vrai que si on veut s'adapter, plus on va utiliser des médicaments d'anesthésie qui ont des cinétiques rapides et qui sont facilement modifiables et facilement modulables, et mieux on va arriver à s'adapter, et donc meilleure sera l'indication de ce monitorage. Juste une petite dernière question. On nous demande s'il y a un de ces moniteurs qui peut être utilisé en cas d'ACFA. Je ne sais pas, David, si tu veux. Alors, voilà particulièrement le domaine de la pupille, puisqu'elle est indépendante du rythme cardiaque.
Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser l'ANI ou le NOL quand on est sur un rythme irrégulier. La conductance cutanée du NOL, elle ne permet pas de garder un signal. Bien sûr, voilà, on va en approcher et probablement il y a des algorithmes qui sont en cours de développement dans le NOL qui pourraient permettre de faire ça en ne se basant plus que sur la conductance cutanée. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. La pupille, elle s'affranchit de tout ça et elle donne une indication, même en cas d'arythmie. Éventuellement même à cœur arrêté, sous CEC, lors d'une chirurgie cardiaque, on peut encore utiliser la pupille pour savoir si le patient ressent un stimulus nociceptif ou pas. Okay, merci David. On va passer à la deuxième conférence et c'est donc avec plaisir que je passe la parole à Mathieu Jeanne qui va qui va nous parler de ce qui commence à être fait en réanimation avec ces moniteurs-là.